Pour cette partie-là, donc je vous ai préparé donc de notebooks. Donc le premier, c'est celui-là, c'est Deep Learning Notebook. Bon, dans lequel je rappelle un peu les concepts de base que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est les concepts de base que je viens de vous présenter. Et après, donc, on va commencer pour charger un dataset. Alors, comme vous le voyez, donc, la première des choses qu'on aura besoin d'installer, c'est on aura besoin. Alors, je vais agrandir un peu ça, c'est mieux, peut-être. D'abord, les librairies que vous aurez besoin d'importer. Donc, d'abord TensorFlow, donc ASTF. Et vous savez, donc, dans TensorFlow, vous avez également Keras. Donc, rappelez-vous, Keras, c'est quoi? C'est juste une API au-dessus de Keras qui permet de faciliter la création des modèles de deep learning. Alors, je vais exécuter ça. Alors, donc j'importe d'abord TensorFlow et puis j'ai besoin de charger le dataset. Alors, quel dataset? Alors ici, donc, je vais utiliser, vous voyez, dans Keras, vous avez dataset. Ça vous permet d'accéder à des datasets classiques qui sont connus, parmi lesquels il y a MNIST. Donc, vous voyez, donc MNIST, j'utilise une fonction qui s'appelle loadData. Alors, en fait, cette fonction loadData, il se connecte, il va télécharger dans MNIST, c'est-à-dire ce dataset-là, et après, il va me le charger dans ses variables. Alors, ici, au niveau des variables, j'ai quatre parties. Donc, j'ai xtrain, c'est la partie d'entraînement. Ytrain, c'est la sortie, l'output. Alors ici, vous avez également xtest, ytest. C'est-à-dire ici, vous n'aurez pas besoin de faire un split. C'est-à-dire le dataset que vous avez téléchargé, il y a déjà une partie pour l'entraînement. Ça, c'est le input, ça, c'est le output de l'entraînement. Ça, c'est le output des données de test et le output des données de test. Donc ça permet, j'exécute. Bon, ça télécharge. Si vous le faites la première fois, ça prend un peu de temps pour télécharger. Mais comme c'est déjà téléchargé ici, c'est un peu rapide. Alors, la première des choses que vous allez faire, c'est de regarder, en fait, c'est-à-dire la taille de chaque partie du dataset. Alors, si je prends xtrain cheap et xtest cheap, donc ça, si vous exécutez ça, vous voyez ici la dimension du dataset. Il y a combien d'images? Il y a combien de lignes? Alors, sur xtest, xtrain, il y a combien? Il y a 60 000. Il y a 60 000 lignes. Chaque ligne, c'est une petite image, comme ça, qui peut être soit un 0, soit un écrit à la main. D'accord? C'est une petite image. OK? Ça, c'est pour... et après chaque image, donc chaque ligne, il y a combien? Il y a des matrices de combien? De 28 fois 28. Donc, vous voyez ici, donc chaque ligne, c'est une matrice 28 fois 28. Ça me donne... c'est une petite image, en quelque sorte. C'est une basse résolution. Alors, pour les données de test, qu'est-ce que j'ai? J'ai combien? J'ai 1000. Plutôt, c'est 10 000 pour les données de test. La même chose, la dimension, c'est 28 fois 28. Alors, si vous voulez afficher par exemple, une image, j'utilise par exemple xtrain. Par exemple, de 0, regardez, donc xtrain de 0, donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ici, donc c'est une image 28 fois 28. Alors si vous voulez afficher c'est-à-dire cette petite image au format graphique, donc je vais supprimer ça. Et bien tout simplement, je vais regarder. Donc je vais faire une petite boucle qui me permet d'afficher quelques images, donc juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce dataset. Alors pour cela, donc j'ai besoin d'utiliser Matplotlib, PLT. Je vais utiliser PLT Gray, donc je vous rappelle, ça, on l'a déjà utilisé. Si vous voulez dessiner une image en niveau de gris, c'est-à-dire en blanc et noir, parce que sinon, il va vous dessiner en couleur. Et comme de base, c'est des couleurs, c'est-à-dire monochrones, donc on va utiliser en niveau de gris. Et je vais donc utiliser PLT pour créer en fait une figure dans laquelle j'ai combien de colonnes? Le nombre de colonnes, c'est 10.
C'est-à-dire ces 10 colonnes que vous voyez là. Parce que je voudrais en fait les afficher en même ligne. Et la taille de la figure, c'est 20 x 20, donc c'est la fig size. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire une boucle for index in range de 10. C'est-à-dire, je vais faire varier l'index de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 9. C'est-à-dire, ça commence de 0 jusqu'à 9. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser tout simplement, je vais utiliser l'axe. Vous voyez donc l'axe que j'ai ici. L'axe que j'ai ici, donc je vais prendre axe de i, axe de index. Alors, si par exemple index égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir? C'est index de 0, c'est-à-dire c'est cette partie-là. Et j'appelle mShow, c'est-à-dire je vais afficher l'image qui se trouve où? Dans xFrame de quoi? De 0. C'est-à-dire ici, dans la première colonne dans la première colonne de l'axe, je vais afficher la première image. Alors, sauf que ici, donc, je vais faire ça pour 1, pour 2, pour 3. Et comme j'ai ici index, il varie de 0 jusqu'à 9. À la place de 0, je vais mettre index. Et après, quand j'affiche l'image, eh bien, tout simplement, je vais afficher juste un titre. Donc, axis de index, je vais afficher ici un titre, comme vous voyez là. Dans le titre, set title, je vais écrire digit, ça. Et je vais afficher y-trend de index. Vous voyez donc, y-trend, c'est le output. Alors, le output, ça peut être soit 0, c'est-à-dire c'est le label. Ça, c'est un 0. Ça, c'est quoi? C'est un 8. Ça, c'est un 8. C'est un 7, etc. Bon, ça, c'est... Si vous faites ça, bon, vous allez avoir juste... alors, si vous faites varier, au lieu de 10, vous mettez par exemple 12. Là, vous mettez quand même combien de colonnes? 12. Vous exécutez. Vous allez avoir ici donc de 0 jusqu'à 12. C'est comme si on vient d'afficher les 12 premières images dans notre dataset. Donc, à la première jusqu'à la 12e. Alors, le dataset, il est écrit à la main. Vraiment, celui qui a fait ça... Il y a combien d'images? 6. Un dataset qui est écrit à la main avec différentes, etc. C'est quand même, c'est du travail, n'est-ce pas? Et après, on va dire ça, c'est un 0, ça, c'est un 1, ça, c'est un, etc. Donc, je crée... Alors, donc, ça, c'est la première. Alors, maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que parfois, vous voulez, avant de faire votre modèle de deep learning, si vous voulez savoir, est-ce que votre machine, il y a un CPU ou bien est-ce qu'il y a des GPU, etc. Ça, c'est important. Maintenant, je dois dire à TensorFlow, regarde-moi dans ma machine, cherche est-ce qu'il y a des GPU. Et s'il y a des GPU, je dois les configurer. Je dois lui dire, tu peux utiliser tous ces GPU. Alors, comment on peut configurer les GPU? C'est très simple. On va utiliser TF. Donc, je vous rappelle que TF, c'est quoi? C'est TensorFlow. Config. J'appelle une fonction experimental list, logical devices. À la partie, vous mettez soit GPU, soit CPU. Si vous mettez GPU, il va chercher quels sont les différents GPU qui existent dans votre machine. Si vous mettez CPU, donc il va chercher les CPU. Alors ici, donc GPU. Donc j'ai ici une liste. Alors maintenant, si vous voulez afficher le... maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que je vais... Bon, ça, c'est une liste, OK? Je vais lui dire que for GPU in GPUs, c'est-à-dire pour chaque GPU qui se trouve dans cette liste, tf config experimental set memory growth de GPU. Ça veut dire que tous les GPU que je vais trouver dans la liste, je vais demander à TensorFlow, tu peux les utiliser. Alors ici, donc, si vous avez plein de GPU, donc ça veut dire plein de mémoire, donc c'est-à-dire que ça va accélérer encore plus le calcul. Donc, bref, même si vous n'allez pas voir ça, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. Maintenant, votre TensorFlow, il est capable maintenant d'utiliser s'il y a des GPU, il va les utiliser. Alors, si on n'a pas, c'est pas grave. S'il n'y a pas de GPU, vous voyez d'ailleurs ici, donc si j'exécute, je ne sais pas ce qui se passe si j'affiche print GPUs, je vois ici, il y a une liste qui est vide. C'est-à-dire je n'ai pas de GPU. C'est-à-dire que pour la suite des calculs, je vais utiliser que le CPU. Alors, en réalité, moi, j'ai un GPU.
Mais sauf que le GPU que j'ai, ce n'est pas de NVIDIA, c'est de Apple. Et pour utiliser le GPU de Apple, pas toutes les versions de Python. Il faut que j'utilise une version, c'est pas la version 3.12. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc ici, je suppose que vous n'avez pas de GPU. OK? Parfait. Alors ici, donc, maintenant, ça, c'est juste un début. Alors maintenant, on va créer notre réseau de neurones. Dans un premier temps, je vais commencer par créer un ANN. ANN, c'est-à-dire Artificial Neural Network. Et bien, tout simplement, si vous voulez créer maintenant un réseau de neurones ANN, ben, c'est très simple. Ben, vous créez le modèle ANN, vous faites taper là Keras. Vous voyez, donc Keras, il contient un modèle qui s'appelle séquentiel. Alors, séquentiel, c'est tout simplement, c'est un modèle séquentiel, c'est-à-dire quoi? Dans lequel vous allez empiler un ensemble de couches. Alors, c'est le plus courant, parce que nous avons dit, c'est quoi un réseau de neurones? Un réseau de neurones se compose d'un ensemble de couches qui sont empilées l'une à la suite de l'autre. Donc, séquentiel, donc c'est le modèle qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans la première couche? Alors, vous voyez, donc, si vous vous rappelez dans notre cas, alors maintenant, notre réseau de neurones, il y a input. Ça, c'est input. Et quand on fait input, il y aura combien de neurones? Alors, chaque image, regardez, chaque image, il y a combien de pixels? Chaque image, c'est 28 fois 28 pixels. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a combien, l'input, il y a combien de neurones l'input? C'est 28 fois 28. Alors, c'est pour cela, ici, donc, je vais utiliser Keras Layers. Et quel type de couche? Donc, ici, je vais utiliser input. Alors, l'input, vous avez ici la dimension de l'input. Maintenant, donc la première couche, vous lui dites juste, je vais recevoir l'input, une matrice de combien? Une matrice de 28 fois 28. Donc, mon image, il a une taille de 28 fois 28. Ça, c'est la première couche. OK? Alors maintenant, en réalité, c'est que cette couche-là, il faut qu'il devienne un vecteur. Parce que quand vous utilisez ANN, la première couche, c'est un vecteur. C'est-à-dire, ma matrice de 28 fois 28, il faut que ça devienne un vecteur, n'est-ce pas? Alors, vous avez deux façons de le faire. Soit que vous le faites vous-même, je vous ai mis ça en commentaire ici. J'ai utilisé Xtrain Reshape. Reshape, c'est-à-dire je vais transformer ma matrice en une matrice de combien? De 28 fois 28. Ça vous donne un vecteur de 28 fois 28. Mais ici, vous n'avez pas besoin de faire ça vous-même. Il suffit d'utiliser Flatten. Vous vous rappelez de Flatten dont je vous ai parlé? Flatten, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il prend des matrices, il va les aplatir en un seul vecteur. Donc finalement, la couche, la deuxième couche Flatten, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, il permet de vous créer un vecteur de combien? De 28 fois 28. Donc vous voyez donc notre réseau de neurones maintenant, la première couche de neurones, c'est celle-là. Keras Layers, ça c'est la couche cachée. Alors maintenant, dans un ANN, les couches cachées, c'est des couches de type dense layer. C'est quoi une couche de type dense layer? Ben, c'est une couche qui est entièrement connectée. Dense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de neurones. Chaque neurone, il est connecté à l'ensemble des neurones de la couche suivante. Donc c'est ça la couche dense layer. Alors c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez donc j'utilise une couche dense. Alors ici il y a combien de neurones? C'est à moi de... Là il n'y a personne qui va vous dire. Aléatoirement, je vais mettre 200, 300. C'est à vous de mettre le nombre de neurones que vous voulez. Alors ici je mets 100. Et vous savez, chaque neurone, il utilise une fonction d'activation. Ah, si vous avez activation, ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Sigmoid. Alors, vous pouvez utiliser ReLU, sigmoid, il y a des fonctions, etc. Alors, ça, c'est la première couche. Donc, la couche, il y a combien de neurones? C'est 100. Alors, maintenant, ça, c'est une couche cachée. Maintenant, je vais créer la couche de output, la couche de sortie. Donc, l'output, dans mon cas, ici, l'output, ici. Output, la couche taillée de type dense.
C'est-à-dire il est entièrement connecté. Mais il y a combien de neurones? Le nombre de classes. Là, on veut détecter quoi dans notre dataset? On veut détecter est-ce qu'il s'agit d'un 0, ou bien d'un 1, ou bien 2, 3 jusqu'à 9. C'est-à-dire il y a combien? Il y a combien de classes? 10 classes. Donc c'est pour cela qu'on va créer ici une couche dense de combien de neurones? De 10. Et la fonction d'activation, je garde toujours sigmoid. Et bien tout simplement, regardez ce que vous voyez ici. Et bien là, vous avez créé, grâce à Keras, vous avez créé un réseau de neurones de type ANN, n'est-ce pas? C'est un multilayer perceptron dans lequel vous avez une couche d'entrée, il y a une couche cachée et une couche de sortie. Alors si vous voulez ajouter une deuxième, une troisième, vous pouvez ajouter. Alors maintenant, je commence par une couche. Généralement, quand vous faites le modèle, vous n'allez pas commencer par 10 ou la 20 couches, etc. Ben, je vais créer une couche. Je crée mon modèle, je regarde les performances. Si ce n'est pas bon, j'ajoute une autre couche. Et après, donc si vous voyez qu'avec une seule couche, par exemple, là c'est un problème très simple, c'est des petites images, vous allez voir qu'avec une couche, déjà, ça donne quelque chose. C'est exactement. Je veux ajouter par exemple une deuxième couche cachée, donc je fais ça, CTRL V, et je mets ici par exemple 80 neurones. Vous voulez ajouter une autre couche, vous ajoutez, donc il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, une fois que vous créez le réseau de neurones, ANN, vous aurez besoin de le compiler. Alors, pour le compiler, si vous vous rappelez bien, j'avais parlé, vous dites, j'ai mon réseau, il est là, voilà. Il y a input, il y a une couche cachée, il y a output. Mais maintenant, quand je vais l'entraîner avec quel optimizer? Donc, c'est-à-dire, quand je vais il me faut, rappelez-vous, donc l'optimizer, c'est quoi? L'optimizer, c'est la fonction qui va minimiser l'erreur. Alors ici, donc, vous avez Adam, vous avez SGD, Stochastic Gradient Descent, mais nous, on va utiliser l'une ou l'autre, peu importe. Donc, je vais utiliser SGD ou Adam et vous testez. Alors, quoi d'autre? Donc, vous aurez besoin de faire ça. Alors, donc, compile, ici, vous voyez, donc, quand je fais compile, j'utilise quel optimizer? Donc, je vais compiler mon réseau de neurones en utilisant et je vais utiliser Adam. Donc, Adam, donc, c'est l'un en fait, des algorithmes de la rétropropagation du gradient qui permet de minimiser l'erreur dans les réseaux de neurones. Et le loss maintenant. Le loss, il y a l'erreur. Rappelez-vous donc dans l'erreur, donc je vous ai dit que en fait, dans les erreurs, on peut utiliser mean squared error, etc. Ça dépend maintenant. Est-ce que vous faites la régression ou bien la classification? Généralement, quand vous faites la régression, rappelez-vous, donc dans la régression, on utilise MSE, n'est-ce pas? Mais dans la classification, alors si vous avez un classifieur binaire, il y a des fonctions d'erreur qui sont spécifiques. Si vous utilisez un classifieur multiclasse, il y a des fonctions qui sont plus pratiques. Alors ici, comme on a un classifieur multiclasse, on va utiliser une fonction d'erreur, loss, qui s'appelle sparse categorical cross entropy. Donc, elle est la plus utilisée généralement quand vous avez un classifieur multiclasse. Donc, c'est une fonction qui permet de... Alors, si vous cherchez dans la documentation, vous allez trouver la formule qui permet de calculer l'erreur. Alors, maintenant, une fois qu'il va faire l'entraînement, je voudrais qu'il me calcule une métrique. Comment je vais mesurer un classifieur? Donc, si vous vous rappelez, pour mesurer un classifieur, les performances d'un classifieur, il y a accuracy, quoi d'autre? Recall, F1 score, precision, n'est-ce pas? Alors ici donc, je vais utiliser accuracy, c'est la plus générale. Et je vous rappelle que accuracy est très pratique si vous avez un dataset qui est équilibré. Alors, c'est notre cas ici. On va voir tout à l'heure que le nombre de 0, le nombre de 1, le nombre de 2, c'est presque la même chose. C'est pas presque, c'est la même chose. Alors, ça c'est... Est-ce que ça c'est compliqué? Alors, ça c'est un copier-coller honnêtement. C'est-à-dire que les gens qui font du deep learning, à un moment donné, je veux créer un réseau, ben, je vais faire ça, je vais faire des copier-coller, je vais changer le nombre de neurones et j'ai créé mon réseau. Donc, en faisant ça, c'est que vous êtes en train d'utiliser quoi? Vous êtes là, vous êtes en train d'utiliser
Keras. Votre application, il utilise Keras. Mais Keras, il utilise TensorFlow, qui va utiliser ça, qui va utiliser ça, qui va utiliser ça, qui est capable d'exposer. Donc, c'est à peu près, c'est-à-dire les frameworks, c'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est qu'ils vont vous cacher la complexité des choses. Mais réellement, c'est fou, c'est-à-dire ce qui se fait réellement. Pour vous, vous écrivez 5 lignes, 6 lignes, n'est-ce pas? Mais en réalité, vous déclenchez, si vous avez des GPU, vous déclenchez des calculs qui sont très, très complexes. Ben voilà. Alors ici, donc, on va faire ça. Donc cette opération, généralement, c'est rapide. Bon, vous voyez, c'est instantané parce que je n'ai pas encore lancé l'entraînement. Alors, si vous voulez, ce qui est bien avec, vous avez ANN, votre modèle, vous pouvez faire appel à une fonction qui s'appelle summary. Donc, si vous l'exécutez, ça vous donne un résumé de votre réseau de neurones. Alors, vous voyez donc, votre réseau de neurones contient une couche de type flatten. Entrée. C'est quoi? Regardez le nombre de neurones. 784. Je n'ai 784. C'est 28 fois 28. 28 fois 28, ça veut dire ça. La deuxième couche, elle est de type dense. Il y a combien de neurones? 100. La troisième couche, elle est de type dense. Il y a 10. D'accord? Et si vous voulez voir maintenant le nombre de paramètres, et ça c'est très intéressant. Regardez, comment on peut calculer le nombre de paramètres? Vous voyez donc les paramètres d'un réseau de neurones, c'est les connexions. Les poids de chaque connexion, c'est un paramètre. Si vous voyez que si vous connectez tous ces neurones-là avec des centaines, et bien si vous faites vos calculs, bon, c'est pas la peine de calculer parce que c'est... Ici, vous voyez donc ici pour la couche dense, il y a combien de paramètres à calculer? 78 500 poids des neurones. Ici, pour la couche de sortie, vous avez ce nombre. Donc, c'est-à-dire au total, le nombre de paramètres total, c'est 7000. Donc, vous voyez, donc, pour cette configuration, c'est pas beaucoup, c'est pas un réseau qui est très grand. Pour juste, avec une seule couche, vous avez, dans l'entraînement, vous avez une matrice de combien? Alors, une matrice qui contient à déterminer le nombre la matrice si vous voulez, de poids, il contient 79 510. Alors, si vous ajoutez une couche, vous allez voir, ça s'explose. Parce que vous connectez ça avec ça, donc ça devient très, très important. Voilà, donc ça c'est summary, ça vous donne un sommaire. Alors maintenant, si vous voulez entraîner, on va utiliser ANN.fit, comme d'habitude. Ben, qu'est-ce qu'on va lui donner? Xtrain, l'input. L'input, l'output c'est ytrain. Alors maintenant, si vous faites ça, ben, il vous donne, il va lancer l'entraînement. Mais quand il lance l'entraînement, il y a un ensemble de paramètres qui sont définis par défaut, parce qu'il y a beaucoup d'hyperparamètres. Alors, je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai jamais fait, donc si parfois vous voulez savoir la méthode fit, vous prenez ça, fit, vous mettez point d'interrogation, vous exécutez. Ouais, si vous mettez une méthode et vous mettez un point d'interrogation et vous exécutez, ça vous donne la documentation de cette méthode. Et ça vous donne une idée, il y a combien de paramètres. Par exemple, regardez, quand vous faites fit, il y a X, il y a Y. Il y a par exemple, regardez, par exemple, ici j'ai des paramètres comme batch size. La valeur par défaut, il ne le définit pas. Ici, le nombre d'époques. Le nombre d'époques, c'est 1 par défaut. Alors, c'est quoi le nombre d'époques? Alors ici, donc, moi, je ne veux pas utiliser 1. Donc voilà. Alors, l'histoire des époques, il faut la comprendre parce qu'elle est très importante de deep learning. Pourquoi? Parce que, regardez bien, je vais vous expliquer. Supposons, j'ai un dataset. J'ai par exemple 5 exercices avec solution. N'est-ce pas? 5 exercices avec solution. Et je voudrais j'ai des étudiants, des élèves, je voudrais qu'ils apprennent à travers ces exercices avec solution. Donc, c'est-à-dire, j'ai les inputs et les outputs. Imaginez un étudiant, donc je vais lui montrer le premier exercice, il va regarder le premier exercice, il va regarder la solution. Et quand il regarde l'exercice et la solution, pour comprendre cet exercice avec cette solution,
il va changer quelque chose dans son cerveau, n'est-ce pas? Comprendre, ça veut dire quoi? Comprendre, ça veut dire vous êtes en train de changer les poids des connexions. C'est ça les paramètres. Comprendre, ça veut dire, c'est que si vous avez compris, n'est-ce pas? Supposons, vous avez donné le premier exercice avec la solution, vous regardez le premier exercice. Vous lui donnez le deuxième exercice avec solution, il va essayer de le comprendre. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Mais le problème, une fois que vous arrivez au dixième, il va comprendre le dixième, mais il a tendance à oublier le premier. C'est-à-dire, je vous ai montré, quand je vous montre les 10 exercices avec solution, c'est une époque d'apprentissage. C'est-à-dire, mais en réalité, avec une seule époque, c'est-à-dire une seule passe. Avec une seule passe, parfois, on n'est pas sûr d'apprendre, d'avoir compris, soi-disant, d'apprendre tous les cas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je reviens au premier. Je te donne encore le premier, voilà la solution. Le deuxième, voilà la solution. Le troisième. Et si je fais ça 10 fois, ça veut dire que j'ai utilisé combien d'époques? 10 époques. Ben, c'est ça ce qu'on fait. Généralement, si vous avez un dataset qui contient des milliers d'exemples, si vous avez beaucoup de données, généralement, parfois, avec une seule époque, vous pouvez atteindre des bons résultats. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on va faire, c'est que quand on fait l'entraînement, on va lui donner... Vous désactivez le microphone, s'il vous plaît. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre dataset, on va donner input, output, on va essayer de calculer les poids. Mais quand il calcule les poids, si vous regardez la précision, vous allez trouver que c'est pas très intéressant. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore lui donner, je reprends l'opération une deuxième fois. Une deuxième fois, la deuxième époque, la troisième, la quatrième. Et bien, tout simplement, ici, ça, c'est un hyperparamètre. Donc, au début, si vous mettez rien, c'est combien d'époques? Vous voyez ici la valeur par défaut? C'est 1. Ici, la valeur par défaut, c'est 1. Et regardez, validation split. C'est quoi la valeur par défaut? C'est 0. Ça veut dire quoi, validation split? C'est que quand il fait l'entraînement, quand vous lancez l'entraînement, vous allez lui dire, quand tu fais l'entraînement, tu vas prendre le dataset d'entraînement, tu vas encore le diviser en 2 parties. Il y a une partie pour l'entraînement, il y a une partie pour la validation. Et le pourcentage des données de validation, ici, c'est combien? Ici, je vais préciser, c'est pas 0, c'est 0,3. Ça veut dire quoi 0,3? C'est-à-dire, je vais lui demander, tu prends X-train, il y a combien X-train? Il y a 10 000, 100 000. Non, c'est combien? 60 000. Donc 60 000. Alors, les 60 000, il va utiliser que 70% pour faire l'entraînement. À chaque fois, pour chaque époque, quand il va entraîner, il va valider avec les données de validation. Ce qui me permet de voir pour chaque époque la précision, ou bien l'accuracy. OK? Alors ici, donc, j'utilise, c'est pour cela qu'on utilise ici validation split. Alors si vous ne mettez pas, ça veut dire que de toute façon, il ne fait pas de validation. Il va entraîner et après, c'est à vous par la suite de faire la validation, etc. Oui? Oui? Monsieur, j'ai une question. Pourquoi le batch size ici, c'est 0 ou bien non? Merci d'avoir posé la question. Alors, parmi les paramètres, alors, ils sont là. Alors, vous voyez donc, ici, l'époque, les époques, ils sont où les époques? Alors, batch size, il est none, par défaut. C'est-à-dire, il n'est pas défini. Alors, en fait, c'est quoi le batch size? Parce que vous avez le batch size et les époques. Alors, qu'est-ce qu'il fait généralement, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait TensorFlow et les frameworks? C'est que quand ils vont, c'est-à-dire dans les réseaux de neurones, quand on fait l'entraînement, si vous avez par exemple un jeu de données de 60 000, comme l'exemple ici. Alors, ce jeu de données de 60 000, on va les diviser en un ensemble de parties, n'est-ce pas? En un ensemble, chaque partie, c'est ce qu'on appelle un batch. Par exemple, si vous prenez batch size égale 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, pour batch size égale 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau de neurones, il va lui donner le premier exemple, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il lui le montre, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à 30. Une fois que j'atteins 30, je vais calculer l'erreur.
Et si je calcule l'erreur, je vais minimiser, je vais essayer de faire la rétro-propagation pour minimiser l'erreur avant de passer au batch suivant. C'est-à-dire pour chaque batch, il fait cette opération de mise à jour des poids. Donc c'est-à-dire au lieu de, si vous avez batch size égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit d'abord montrer tous les exemples au réseau de neurones, il calcule l'erreur globale et après il essaie de mettre à jour. Mais généralement, ce n'est pas ce qu'il fait. Souvent, c'est que s'il est à NaN, c'est-à-dire il détermine par défaut, c'est-à-dire un batch size, il le calcule en fonction de la taille du batch. Mais si vous voulez le fixer, vous ajoutez ici batch size égale valeur. Alors ici, donc, je garde la valeur par... Si vous mettez rien, c'est-à-dire c'est lui qui va choisir la valeur en fonction de la taille des données. Mais après, si vous voulez le fixer, vous le fixez. Donc, vous voyez donc ici, je peux lancer l'entraînement. Alors, vous voyez donc la première époque, regardez. La première époque, il a terminé. Il est sur accuracy de combien? 72%. Mais pour la validation, regardez la validation. La validation, il est à 89%. La deuxième époque, j'ai 89%. La validation, ça a l'air d'être bon, n'est-ce pas? Et jusqu'à, il y a combien d'époques ici? 10. Donc, à partir de la 10e époque, j'ai atteint une performance de 91%, n'est-ce pas? 91% pour les données d'entraînement, c'est ça? Mais pour les données de validation qu'il a choisi, c'est 91%. C'est-à-dire, ça a l'air d'être bon, n'est-ce pas? Mais 91, c'est pas beaucoup par rapport à un problème comme ça. Moi, je voudrais atteindre quelque chose de proche de 100%. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer? La première des choses que vous allez améliorer, c'est d'abord la normalisation des données. Alors si vous remarquez, si vous affichez les données ici, donc je l'ai montré tout à l'heure, vous affichez par exemple xtrend de 0, ben vous allez voir, c'est des matrices. Alors ces matrices-là, il y a des nombres, n'est-ce pas? Et bien quand vous avez 0, ça veut dire c'est le noir. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de noir dans vos images. S'il y a beaucoup de noir, c'est des zéros. Et après, si c'est un blanc, vous savez, un blanc, c'est 255. C'est-à-dire pour c'est-à-dire si vous avez une image à un niveau de gris, c'est-à-dire vous avez ici, c'est une image qui est codée sur 8 bits. Et si vous avez 8 bits, si vous prenez 2 puissance 8, ça vous donne 256. C'est-à-dire les valeurs, elles varient de 0 jusqu'à 255. C'est-à-dire, je n'ai la valeur maximale. 255. Et alors, une image, généralement, la valeur maximale d'un pixel, si vous utilisez ce qu'on appelle un seul channel, c'est-à-dire une monochrome, une seule couleur, plutôt au niveau de gris, ben vous allez avoir la valeur maximale, c'est 255. Alors maintenant, si vous voulez faire la normalisation, la normalisation, c'est ramener les valeurs entre 0 et 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous divisez par max. Au-delà, vous utilisez standard. Mais ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser standard scaler parce que vous savez déjà que pour les pixels, la valeur maximale, c'est 255. Donc, inutile d'utiliser ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que la dernière fois, il doit chercher le maximum, il doit chercher à faire ce calcul. Mais ici, vous n'avez pas besoin. Donc, si vous travaillez avec les images, si vous voulez normaliser les données, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement diviser par 255. Et bien, c'est la première amélioration que je vais faire ici. Parce que généralement, si vous voyez donc ici, j'ai lancé l'entraînement sans normalisation. Je vais quand même afficher, vous voyez, quand on fait ici fit, il me donne le résultat l'historique. Au l'historique, qu'est-ce qu'il pose? Il va mettre ces valeurs-là. C'est-à-dire pour la première époque, Ashnaya accuracy, Ashnaya loss. Loss, c'est l'erreur. La deuxième époque, accuracy, loss. Alors, si vous voulez représenter ça graphiquement, ben vous faites ça. Donc, je vais représenter en fonction des époques. Vous voyez, donc, en fonction des époques, je vais représenter ici, c'est quoi? C'est loss function. Alors, pour le faire, il suffit d'utiliser plot. Vous voyez donc history 1. C'est quoi history 1? C'est ça? C'est ce que j'ai ici.
le résultat de l'entraînement. Alors dans History 1, je vais aller vers en fait History et je vais chercher quel est le paramètre qui m'intéresse à représenter, c'est accuracy. Alors parce que ici vous avez accuracy, vous avez loss, vous avez validation loss et vous avez val accuracy. Alors tout ça, il vous le met avec le tableau historique. Donc si vous voulez les représenter, vous faites simplement ça. Vous utilisez plot accuracy et plot val accuracy. Donc dans le même graphique. Ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans le même graphique, je vais représenter. Déjà bon, je suis dans celui-là, le deuxième. J'ai le nombre d'époques et j'ai accuracy. Alors, vous voyez ce qui est en jaune, en orange. Ici, c'est les données de test, de validation, n'est-ce pas? Et ce qui est en bleu, c'est trend. Ici, donc, je vois ici, c'est-à-dire de la première époque jusqu'à la 10e. Donc, ici, donc, accuracy, il varie de cette valeur jusqu'à cette valeur. Alors que pour les données de test, vous avez une valeur qui oscille autour des valeurs d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de overfitting. Parce que nous avons dit que si vous avez par exemple pour les données d'entraînement, ça vous donne un bon résultat, et pour les données de test, ça donne des mauvaises performances, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un surapprentissage, n'est-ce pas? Ça veut dire que votre modèle n'a pas pu généraliser sur les données. Donc ici, c'est le fait d'avoir des courbes dans lesquelles vous représentez l'évolution d'elle accuracy pour les données de test et les données d'entraînement, ça vous donne une idée. Est-ce qu'il y a un surapprentissage ou non? Donc rien que quand on regarde des graphiques comme ça, on peut signaler, est-ce que vous avez vérifié, il y a peut-être un surapprentissage, n'est-ce pas? Alors, donc ici, je vais représenter accuracy, la même chose, loss et validation loss. Alors tout ça, c'est juste des choses qu'on a déjà vues, on a revues plusieurs fois. Vous mettez les labels et les étiquettes ici, donc ça c'est ce qu'on fait ici. Donc j'exécute ça. Alors ça me donne. Alors vous voyez ici, donc à chaque fois que je fais l'entraînement, il me donne des résultats qui sont différents. Pourquoi? Parce que quand il y a en fait des randoms. Mais si j'utilise des random state, je fixe le state, ça me permet d'avoir les mêmes résultats. Mais ici, je ne l'ai pas fait. Généralement, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir lancer l'entraînement plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez un scénario qui est le plus bon. Et après, vous dites maintenant, c'est bon. Alors ça, c'est pour les données. Maintenant, si vous voulez évaluer. Donc, vous voyez, donc ça, c'est juste pour ces graphiques que vous voyez là. C'est juste pour représenter l'historique de l'apprentissage. Et l'historique d'apprentissage, on voit bien clairement qu'il nous donne, pour chaque époque, variée de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire de 1 à 10, il me donne l'évolution du loss. Vous voyez donc, je vois que le loss, il diminue. C'est-à-dire l'erreur de la première époque. Si vous avez utilisé une seule époque, au lieu de 10, vous allez avoir les performances de combien? Regardez. De même pas 40%. À partir de l'époque de... ça c'est l'erreur. Alors, ici, la première époque pour les données d'entraînement, c'est presque rien. Par exemple, cette époque-là, on est déjà... La deuxième époque, on est à 80 et quelques %. Mais je vois déjà, quand j'augmente le nombre d'époques, je vois que la précision augmente. Ça, c'est un signe qu'au lieu de mettre 10, je peux mettre 20. Et si je mets 20, je vais peut-être atteindre quelque chose d'encore mieux. N'est-ce pas? Mais si je vois que ici, par exemple, je vois qu'une fois que j'atteins 10, ça commence à descendre et ça flotte, ben je vais dire que ça ne sert à rien d'augmenter le nombre d'époques parce que là, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. C'est un peu la difficulté du deep learning, oui. C'est ça, c'est-à-dire vous avez des hyperparamètres et quand vous faites vos tests, il faut quand même faire pas mal de choses. Alors si vous voulez, par contre, au lieu de faire ça, vous voulez faire la validation, l'évaluation, ben c'est très simple. Vous utilisez votre modèle qui a déjà appris et vous faites appel à une méthode qui s'appelle Evaluate.
Alors pour evaluate, vous lui donnez quoi? X train, Y train, et ça va vous donner la mesure, c'est-à-dire l'évaluation. Et je fais la même chose pour X test et Y test. Et après, je vais afficher ces valeurs-là. Ben, je vais afficher quelques étoiles, c'est ce que vous voyez ici, des tirés. Comme ça. C'est des tirés multipliés par combien? 80. C'est-à-dire, je vais juste afficher. Quelqu'un qui voit ça, c'est juste pour afficher 80. Ça, j'affiche 80 petits tirés comme ça, pour juste comme ligne de séparation ici. C'est là. Mais juste après, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher train loss. Et c'est quoi train loss? C'est tout simplement, c'est train evaluation de 0. Pourquoi? Parce que il vous retourne deux valeurs dans l'évaluation. Il y a le loss et la deuxième valeur, c'est accuracy. Bon, en tout cas, donc ici, donc, dans l'évaluation pour les données d'entraînement, ça me donne une valeur de 91%. Et pour les données de test, ça me donne une valeur de 92%. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de overfitting. Il a l'air de bien comprendre un peu les choses, mais je peux améliorer ces résultats. Alors maintenant, si vous voulez améliorer, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va... déjà, avant d'améliorer, si vous voulez afficher encore la même histoire, le Classification Report. Est-ce que vous vous rappelez? Alors, Classification Report, il vous permet de calculer recall, il permet de calculer la précision, F1 score et accuracy. Donc, si vous voulez le faire, eh bien, tout simplement, vous importez encore... j'utilise encore scikit-learn. J'importe NumPy, Seaborn. Je fais einen.predict. Donc, je lui donne xtest, il va me faire la prédiction. Mais si vous affichez la prédiction, ici, regardez la prédiction. C'est important de voir pred. Je vais d'abord exécuter ça. Alors, si j'affiche pred, regardez ça me donne quoi. L'output, j'ai combien de neurones? 10. C'est quelle activation que j'ai utilisé pour l'output? Sigmoid. Ça veut dire que chaque neurone, à la sortie, il me donne un nombre entre 0 et 1. N'est-ce pas? Alors maintenant, chaque neurone, il donne un nombre entre 0 et 1. J'en ai 10. Comment je peux savoir? Parce que le premier neurone, il représente 0. Le deuxième neurone, ça représente le chiffre 1. Le troisième, ça représente la troisième classe, etc. N'est-ce pas? Alors, comment je peux savoir maintenant quel est ce que j'ai donné l'input? Est-ce que ça correspond à 1 ou à 2 ou à 9? Ben, je prends le maximum. Et si je ne vais pas faire la somme, je vais juste, parce que ici, on utilise, regardez, sigmoid. Donc, c'est-à-dire, vous avez des valeurs entre 0 et 1. C'est que si vous voulez, vous lui donnez un 0 input, n'est-ce pas? Le premier neurone qui représente les 0, il va dire 0,99. C'est-à-dire, il vous dit que ce neurone-là, il vous dit que ce nombre-là, il est à 99%, c'est un 0. Mais le neurone qui représente les 1 à la sortie, il va vous dire 0,05. C'est-à-dire, il vous dit ce que vous m'avez donné, il est très loin d'être 1. C'est à peu près ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais chercher le maximum. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des neurones. Je vais prendre le neurone qui est le max. Alors, c'est pour cela que je fais ça. C'est-à-dire, avant d'afficher Classification Report, parce que Classification Report, il faut lui donner... Voilà. Donc, ici, j'ai pred. Pred, ça me donne, regardez, il y a ici, donc, c'est 9 10 puissance moins 2. Ça, c'est 5 10 puissance moins 5, etc. Mais pour faire le maximum, alors avec NumPy, la librairie NumPy, je vais utiliser numpy.argmax. Le max d'elle, pred. Donc, c'est-à-dire, je lui donne pred et je vais lui demander de chercher parmi les valeurs que tu as, cherche-moi l'élément qui est le maximum, l'indice. Argmax, c'est l'indice de l'élément le max. Et donc, si j'affiche ici, au lieu de pred, j'affiche predictions, ici. Vous voyez ce que vous avez? Donc, au lieu d'avoir ici 10 valeurs, parce que
Vous voyez, donc pour chaque image, j'ai combien de valeurs? C'est 10. Donc au lieu d'avoir 10 valeurs, finalement, j'ai une valeur. Par exemple, il vous dit par exemple, pour la première image, il a détecté quoi? C'est 7. La deuxième image du dataset, c'est 2. Ça, c'est un 1. Il y a ici 3 points, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que dans les données de test, il y a 10 000. Donc ici, head argmax, ici, qu'est-ce qu'il permet de déterminer? C'est la valeur maximale. Donc il cherche. Donc finalement, moi j'ai predictions sous forme de labels. Alors maintenant, je peux utiliser classification report. Alors pour utiliser classification report, j'utilise classification report, y-test, j'ai déjà, et je lui donne les prédictions. Et si je fais ça, ben, il me calcule la précision, recall, if one score. Ici, vous voyez donc c'est la moyenne. J'ai déjà expliqué ça la semaine dernière, donc c'est pas la peine de réexpliquer. OK? Ça, c'est pour les données de test. Alors, si vous voulez représenter la matrice de confusion, alors, la dernière fois, parce que là, on n'utilise plus scikit-learn. Je vais utiliser TensorFlow, Math, Confusion Matrix. Donc, ça, c'est la matrice de confusion. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner? Y-test, les labels, l'output, ou les prédictions. C'est quoi? C'est les prédictions que j'ai calculées ici. Alors, ça me donne la matrice de confusion et je vais l'afficher sous forme d'une heatmap. Vous voyez ici donc la matrice de confusion. Les données, je vais l'afficher en nombre entier, il n'y a pas de virgule. C'est en rouge. Et je fais ça. Et donc, vous voyez, donc ça c'est encore, c'est un classifieur. Il y a combien de classes? De 0 jusqu'à 9. Et après, donc, vous avez ici, il faut surveiller la diagonale. Il y a combien de 0 dans le dataset de test qui ont été détectés 0? Il y a 955. Il y a combien de 1 qui ont été détectés réellement? 1. Il y a 1110. Mais par contre, il y a combien d'images qui sont des 0, mais qui ont été détectées combien? 2. C'est-à-dire, c'est des erreurs, n'est-ce pas? Donc, il s'est trompé entre, par exemple, il y en a 2. Il y a combien de 0 qui ont été détectés comme étant des 6? Il y en a 9. C'est-à-dire, cette matrice de confusion, c'est cette matrice de confusion qui est utilisée pour calculer precision, recall et accuracy. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, c'est exprès ici, je répète la même chose parce que ça, on l'a déjà vu avec scikit-learn. Mais pour TensorFlow, il faut savoir comment le faire également. Okay? Alors, nous avons dit que les résultats, ils sont pas mal, mais on peut améliorer. La première amélioration que vous allez faire, c'est quoi? Faire scale data. C'est-à-dire, nous avons les données sans faire la normalisation. Alors maintenant, je vais faire la normalisation et je refais le même travail. Je prends xtrain scaled égale à quoi? Xtrain divisé par 255. Vous mettez Hadik 0.0, c'est très important. Alors pourquoi? Parce que vous savez, quand vous faites, la division, n'est-ce pas? Et si vous divisez par un fichier, par exemple 257.0, c'est-à-dire pour lui, c'est un nombre réel, n'est-ce pas? Virgule 0, c'est un nombre réel. Et quand c'est un nombre réel, il fait la division, la vraie division. Mais parfois, si vous mettez un nombre, il fait la division entière. Il supprime les virgules. Et s'il supprime les virgules, ça va fausser tout. Pourquoi? Parce que c'est des nombres qui sont variés entre 0 et 1. Et après, donc il faut faire attention. C'est un petit détail important à ne pas rater. Alors, ici, donc, le problème ne va pas se poser parce que c'est assez clair. Mais ici, donc, c'est juste... mais si vous divisez par des constantes, si vous divisez ou bien vous multipliez par des constantes, si vous voulez multiplier par 5, vous mettez multiplier par 5.0. Et comme ça, vous êtes tranquille. C'est-à-dire, alors la multiplication, il n'y a pas de problème. Mais pour la division, alors quoique dans Python, si vous voulez faire la division entière, vous faites ça, double slash. Parce que si vous voulez la division entière, c'est-à-dire, je ne prends pas les virgules. Double slash, c'est-à-dire c'est une division entière. Bon. Alors, regardez, donc je divise par 255 et je fais la normalisation. Oui, bien sûr. Donc ici, je n'ai pas besoin d'utiliser standard scaler et ce qu'on a fait la dernière fois, parce que c'est un cas plus simple. Je sais que la valeur maximale, c'est 255. Et si je fais ça, maintenant je vais entraîner le modèle en utilisant
Donc, le modèle, je vais l'entraîner avec X-train scaled, Y-train, avec les mêmes valeurs, 10 époques. J'exécute. Et vous allez remarquer, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire déjà, la normalisation, ça commence déjà avec 93. Vous voyez? Et là, je suis déjà 97. Avec le même paramétrage, rien que la standardisation, et comme quoi la standardisation, elle est hyper importante. Avant d'entraîner, il faut normaliser. Il faut normaliser vos données, c'est-à-dire ramener toutes les données entre 0 et 1, comme ça vous êtes vraiment dans les bonnes conditions. Et voilà, donc la dernière, ça va maintenant jusqu'à 98. Et là encore, je vais afficher l'historique, de la même manière, c'est dit copier-coller. Je vais afficher ici donc les valeurs. Donc ça c'est maintenant, ça c'est accuracy pour les données d'entraînement, 98. Et pour les données de test, c'est 96%. La même chose, donc je vais afficher je reprends, c'est-à-dire ça c'est le classification report, vous l'avez. Vous avez aussi la matrice de confusion. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ici nous avons utilisé un ANN. N'est-ce pas? ANN, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez utilisé ça. C'est un multilayer perceptron. Alors ici, le ANN, il a donné un bon résultat. Pourquoi? Parce que nous avons un cas très simple. C'est des chiffres, il n'y a que des noirs et blancs, c'est pas compliqué. N'est-ce pas? Mais si c'était vraiment une classification d'images pour retrouver est-ce qu'il s'agit d'un chat ou bien d'un chien, si vous faites ANN, vous aurez des mauvaises performances. Alors malgré ça, nous, on va créer le CNN, c'est-à-dire on va faire le CNN et on va remarquer. Alors si vous voulez créer le CNN, c'est-à-dire on va maintenant utiliser le Convolution Neural Network. Alors le CNN, elle est là. Ça. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. quels sont les paramètres qu'on peut baser pour déterminer, c'est-à-dire le modèle adéquat pour Alors, généralement, à utiliser? alors, la même chose, il n'y a pas de forme, mais généralement, s'il s'agit d'un problème là où il y a les images, c'est même pas la peine d'utiliser ANN, il faut utiliser CNN. Ça, c'est clair. Quand il s'agit des images, CNN, ça vous donne toujours le meilleur résultat. Alors ici, donc, j'ai commencé par un cas plus simple, comme quoi c'est un cas dans ANN. D'ailleurs, on l'a fait déjà avec scikit-learn la dernière fois, si vous vous rappelez, ça a donné des bons résultats. Donc, ici, donc, voilà, c'est ce qu'on veut montrer. On va montrer qu'avec CNN, on peut faire encore mieux. Alors, si vous voulez maintenant créer un CNN, vous allez créer donc le modèle CNN, toujours sequentiel. Ici, vous voyez donc l'input. Je vais utiliser un input layer. Alors maintenant, c'est quoi la dimension? Alors maintenant, parce que CNN, il sait que vous utilisez des images. Alors, il y a combien de pixels? Il y a une matrice de 28 fois 28. Mais vous savez, une image, il y a des images blanc et noir. Alors, généralement, les images blanc et noir, c'est ce qu'on appelle, c'est des images qui contiennent un seul channel. Ça veut dire quoi? Vous avez un seul nombre qui varie entre 0 et 255, n'est-ce pas? Mais si vous utilisez une image couleur, si vous avez une image couleur, c'est rouge, vert, bleu. Pour chaque couleur, vous avez 255. C'est-à-dire, vous avez le rouge, ça représente, c'est l'intensité du rouge, il varie de 0 jusqu'à 255. Le vert, il varie de 0 jusqu'à 255. Et le bleu, il varie de 0 jusqu'à 255. C'est-à-dire, si vous utilisez les images couleurs, il y a combien de channels? 3. C'est-à-dire, chaque élément de la matrice contient combien de nombres? 3. Le premier nombre, ça représente le rouge. Le deuxième, ça représente le vert. Et le troisième, ça représente l'intensité du bleu. Alors ici, donc c'est pour cela que vous voyez ici un 1. Si c'est une image blanc et noir, vous allez mettre 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire un seul channel. Si c'est une image couleur, vous allez trouver ici 3. 3, ça veut dire quoi? Rouge, vert, bleu. Bon, généralement, c'est les composantes principales. Alors ici, donc, c'est une image monochrome, donc je vais garder 1.
Alors, si vous rappelez le CNN, on a les couches. Il faut commencer d'abord par les couches de convolution, n'est-ce pas? Alors, je rappelle. CNN. Donc, quand on donne l'image, les premiers layers, c'est quoi? C'est des couches de convolution. Vous voyez, donc, on utilise convolution. Vous vous rappelez, convolution, pour la convolution, on utilise des filtres. Et après, on utilise Relio. Après, Pooling. Convolution, Pooling, etc. Et après, vous allez trouver Flatten. Flatten, et après, vous avez un dense layer, c'est-à-dire multi-layer perceptron. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tout simplement, on a juste à demander à Keras de faire ça. Ben, c'est ce qu'on va lui demander. Vous voyez, donc la première, c'est input, qui contient, qui reçoit l'input une matrice de 28 x 28 avec un seul channel. La deuxième couche de convolution, convolution de D, c'est une couche de convolution. Regardez le nombre de filtres maintenant. Alors, c'est à moi de lui dire, utilise-moi 50 filtres, ou là 62 filtres, ou là 64 filtres. Ça, c'est un nombre. C'est comme si vous lui dites, cette image-là, pour la première couche de convolution, utilise 50 filtres. Donc, si vous voulez comprendre un peu les filtres, vous revenez à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, ça vous donne une bonne idée. Ici, donc, je vais utiliser 32 filtres. Alors, si vous avez les filtres, vous avez la taille du filtre. Il est de combien? Regardez, kernel, c'est 3 fois 3. Donc, je vais utiliser un filtre de 3 fois 3. Donc, avec le filtre, si vous rappelez ces petites jumelles à travers laquelle je vais regarder l'image, comme ça, c'est ici le filtre. Donc, il va faire avec mais il va le faire pour 32 filtres. Moi, c'est pas à moi de choisir les filtres. CNN, il connaît très bien dans le traitement d'image. Il y a des filtres qui vont détecter des cheveux. Il y a des filtres qui vont détecter des yeux. Il y a des filtres qui vont détecter des coins, des arrondis. Donc, les filtres... Vous avez qu'à poser la question sur Rihani. Donc, les gens qui ont travaillé dans le domaine du traitement d'image depuis X temps, c'est-à-dire la recherche à l'époque, c'était de chercher le filtre. Ben, si j'ai une matrice, la moins 1, 2, 1, 1, c'est un filtre qui permet de détecter tel type d'information dans l'image. C'est ça les filtres. Mais si vous revenez à l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure, ça explique vraiment le concept de base. C'est simple, mathématiquement c'est simple. C'est hada fois hada plus hada fois hada, etc. Mais à la fin, ça vous donne des choses extraordinaires. Alors, donc la taille du fil, c'est 3 x 3. Et quelle activation c'est? Relio. CNN. Donc, si vous utilisez CNN, les couches de convolution, c'est l'activation, généralement, c'est Relio. C'est la meilleure qui donne le résultat. Alors, la couche suivante, c'est max pooling de D. Donc, je vous rappelle que le max pooling de D, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une fenêtre de 2 x 2, 2 x 2, il la pose sur 4 éléments. Qu'est-ce qu'il va prendre? Le max. Et là, il prend à les 4, il prend le max. 4, etc. Donc, finalement, on va prendre que les informations les plus pertinentes et on laisse le reste. Parce que les informations les plus importantes, les plus grandes, c'est celles qui indiquent le pattern, l'information. Donc, vous voyez donc max pooling. Et je peux ajouter, copier-coller, copier-coller. Encore, je fais convolution de D. Il y a combien de filtres? 64. La taille, 3 x 3, Relio. Max pooling. Et je peux répéter autant de fois, mais dans un premier temps, comme je disais, vous avez intérêt à utiliser une seule fois, vous testez et vous regardez. Moi, j'ai utilisé 2. Ben, je fais flatten. Flatten, vous vous rappelez, c'est quoi? Parce que head max pooling, tout ça, qu'est-ce qu'il me permet à la fin? Regardez. Head l'opération convolution pooling, ça me donne beaucoup de petites matrices. Alors maintenant, je dois les ramener en un seul vecteur. Qui est flatten. Donc, je vais aplatir. Mais une fois que je fais flatten, qu'est-ce qui reste? Dense. Dense layer. Dense layer, c'est une couche cachée dans laquelle je vais mettre un ensemble de neurones. Si directement je veux passer à la sortie, je vais mettre une couche de combien de neurones? 10. Et si vous voulez mettre encore des couches cachées, vous en ajoutez dense, etc. jusqu'à la fin.
Ben, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, je reviens au CNN. Voilà. Donc, flatten. Et après, vous voyez ici, dense. Je vais utiliser combien de neurones? 100. D'abord, c'est le classifieur. On a le classifieur. Ah, donc, c'est des couches de convolution. Maintenant, je vais commencer le réseau qui permet de faire la classification. Donc, je vais utiliser une couche cachée de 100 et une couche de sortie de combien de 10. Alors, ça, c'est Aurelio. Je peux utiliser, là, c'est pas forcément Aurelio, je peux utiliser Sigmoid. Je peux utiliser. Ici, donc, je vais utiliser Softmax. Alors, si vous utilisez, la différence entre Sigmoid et Softmax, c'est que Sigmoid, si vous utilisez Sigmoid, ça veut dire chaque neurone à la sortie, il vous donne un nombre entre 0 et 1. N'est-ce pas? C'est l'intensité, c'est-à-dire l'intensité de la classe qui est présentée plutôt l'input. Donc, c'est-à-dire si vous faites la somme, vous n'allez pas trouver 1. C'est-à-dire à la fin, on prend le max. Mais si vous utilisez Softmax, alors Softmax, c'est-à-dire si vous mettez la somme, chaque neurone, il va retenir un nombre entre 0 et 1, mais si vous faites la somme des nombres, vous allez trouver 1. C'est-à-dire finalement, ça représente le pourcentage, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est la probabilité par rapport à l'ensemble, c'est à peu près ça. C'est la différence. Donc j'ai déjà, si vous regardez les slides, vous allez trouver la fonction Softmax. Il est très pratique dans le cas où vous avez un classifieur multiclasse, Softmax. Donc vous avez Softmax et après vous avez, je vais compiler maintenant. Vous voyez donc, tout à l'heure on avait ANN, maintenant c'est CNN. Je vais compiler, je vais utiliser l'optimizer, c'est toujours Adam. Comme il s'agit d'une classification multiclasse, je vais utiliser la fonction d'erreur, c'est Sparse Categorical Cross Entropy. Et je vais toujours me baser sur Accuracy pour la validation. Ben, j'exécute ça. Donc j'ai le modèle. Vous faites summary, ça vous donne le résumé. Vous voyez donc les couches, convolution, max pooling, convolution, max pooling, flatten, dense, dense. Mais si vous regardez maintenant le nombre de paramètres au total, c'est 179 929. C'est-à-dire la phase d'entraînement, c'est comme si vous aviez une machine dans laquelle vous avez combien de boutons? Combien de boutons de réglage? C'est 179 929. Et l'entraînement, ça veut dire quoi? Vous allez régler tous, si vous trouvez le bon réglage de tous ces boutons-là pour que votre machine puisse prédire le... Et qu'est-ce qui fait ça? C'est Adam. Ici, vous avez Adam, vous avez SGD. Bon. Ça, c'est les algorithmes d'optimisation. C'est la rétropropagation de l'erreur. Pour ça, c'est un algorithme. Alors, vous n'êtes pas censé aller vers les petits détails, mais bon, c'est bien de savoir. Et voilà, donc je vais ici, donc si vous faites, avant de faire l'entraînement, je sais que je dois faire la normalisation. Donc je fais la normalisation, je divise par 255 et je fais fit. Alors si je fais fit, vous allez remarquer déjà la première itération, déjà les réseaux de neurones CNN, ça prend plus de temps par rapport au ANN. Vous remarquez déjà. Et la première itération, je suis déjà à 98%. 88. Accuracy. La deuxième, regardez. Je suis à 80. La deuxième époque, je suis déjà... Donc, c'est-à-dire, ça prouve déjà que pour les images, les CNN, c'est toujours beaucoup mieux que les ANN pour les images. Alors, je suis à 99%, c'est-à-dire maintenant, c'est presque, je suis en train de créer un modèle qui ne se trompe pas. Alors, bien sûr, le 100% n'existe pas, l'intelligence artificielle, parce que vous allez toujours, il va se tromper de temps en temps sur quelques images, c'est normal, parce qu'il y a des images, même à vos yeux, vous n'allez pas faire la différence entre un 7 et un 1. Vous-même, vous pouvez vous tromper, n'est-ce pas? Et l'IA, c'est normal, dans le dataset, s'il y a des choses comme ça, il peut se tromper. Donc, mais le plus important, si vous êtes à 99%, c'est-à-dire c'est très bon. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est parfait. Alors donc voilà. Donc alors pour le reste, on va faire la même chose. Vous voyez, donc une fois qu'il va terminer, on va faire. C'est l'histoire qui se répète. Donc je prends history 3, c'est ça.
c'est l'historique que j'obtiens après l'entraînement. Alors, je suis à l'époque numéro 8. Bon, je vais attendre quand même, parce que pour être sûr que j'ai bien les bons trucs. Alors ici, je vous rappelle juste, est-ce que j'utilise le GPIO? Non. Mais si j'utilise GPIO, le temps que vous voyez là, c'est presque à l'instant. Pourquoi? Parce que ici, c'est de l'algèbre, c'est des calculs matriciels. Chaque époque, c'est beaucoup de calculs matriciels. Mais si j'ai un GPIO, au lieu d'attendre tout ce temps-là, ben, ça va se faire rapidement. Alors maintenant, je vais afficher encore l'évolution de l'os et de... Donc dans ce cas-là, donc je vois le loss et je vois l'accuracy. L'essentiel, c'est que pour les tests, ici je fais l'évaluation, j'exécute là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir test pour les tests, l'évaluation. Je vais faire également classification report et je vais faire confusion metrics. C'est-à-dire, je fais tout ça en un seul coup. Donc, je vois les performances pour les données de test. Regardez, je suis à 99% pour l'entraînement. Pour les données de test, je suis à 98%. Alors, ce qui est un très bon score. Alors ici, donc ça c'est la matrice de confusion. Et ça c'est, ça c'est classification report. Ça c'est la matrice de confusion. Alors je vois ici encore, si je compare cette ligne, la diagonale en rouge, que j'ai ici, par exemple, ici, pour le nombre 2, ici, j'ai 1024. Là, j'ai 1133. Là, regardez, ici, j'ai 1125. C'est-à-dire, maintenant, CNN, il va réduire les erreurs qu'a fait le ANN. Parce que ANN, il s'est trompé sur un certain nombre de choses ici. Donc, c'est à peu près l'idée. Donc, ça, c'est bien pour vous de remarquer les choses, d'écrire des commentaires, etc. Voilà. Alors maintenant, à la fin, bon, j'ai mon modèle, il est entraîné, je suis satisfait. Vous pouvez faire des articles, etc. avec ça. Bon, c'est-à-dire, une fois que vous avez un dataset, vos images de votre domaine, si vous faites la même démarche, vraiment c'est la même démarche, si vous avez de bons scores, vous rédigez vos articles, c'est des publications de grande valeur, parce que vous démontrez que vous faites mieux que dans ce domaine que les autres. Et si vous voyez que les performances ne sont pas bonnes, eh qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer du temps. Parce que vous allez ajouter encore, vous allez dire, peut-être avec 2 couches de convolution, ce n'est pas suffisant. Je vais ajouter une couche de convolution. Allez, copier-coller. Une 3e, une 4e. J'exécute jusqu'à ce que je trouve un score qui est intéressant. Ici, j'ai utilisé 100 neurones, je vais utiliser 200, je vais utiliser 90. Et comme quoi, les doctorants qui font le deep learning, les doctorants, alors vraiment, machine, ils s'en sortent très bien, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, c'est que il faut votre cerveau soit en parallèle. C'est-à-dire, vous lancez le calcul et vous faites autre chose. C'est-à-dire, je lance les calculs, je lance le test, et moi, je suis en train de rédiger un article ou des choses comme ça. Parce que si vous attendez les résultats, etc., vous allez perdre beaucoup de temps. C'est un peu ça. Voilà. Alors, mais il y a une chose qui est très importante. C'est que si les résultats ne sont pas bons, comme je disais, vous ajoutez les neurones, vous dites le filtre, je vais utiliser des filtres de 4x4 au lieu de 3x3. Mais c'est énorme. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des hyperparamètres. C'est quoi les hyperparamètres? C'est des paramètres qu'on ne vous pouvez déterminer que de manière empirique. Empirique, c'est-à-dire des essais. Il n'y a pas mathématiquement quelque chose qui vous dit, c'est-à-dire un filtre de 4x4, non. C'est vraiment empirique. C'est-à-dire c'est de l'expérimental. Vous faites des tests plusieurs fois et celui qui va trouver pour un problème donné les bons hyperparamètres, c'est que c'est lui qui détient le modèle le plus puissant dans ce domaine. Donc, voilà. Alors, maintenant, il y a un petit détail qui est important. Si, généralement, vous avez un overfitting, comment vous pouvez savoir est-ce que vous avez un overfitting ou pas? Si vous voyez l'accuracy, par exemple, pour les données d'entraînement, c'est 0,99. Et pour les données de test, vous avez 70%. Donc, il y a un écart entre les données d'entraînement et
les données de test. Ça veut dire quoi? Vous avez ce qu'on appelle un overfitting, un surapprentissage. Ça veut dire quoi un surapprentissage? C'est que le réseau s'est concentré sur les données d'entraînement pour trouver, soi-disant, la formule mathématique qui permet de lier les données d'entraînement. Mais quand on va le tester avec les données qu'il n'a jamais vues, on voit qu'il n'est pas bon. Alors, si vous travaillez avec TensorFlow, en fait, il y a un article, je vais vous laisser, c'est en 2000, je crois, 14, qui a publié un article qui concerne ce qu'on appelle le drop-out. Vous le voyez, je le mets en commentaire. Alors, drop-out, c'est un layer, c'est un type de couche qui permet d'éviter le surapprentissage. C'est-à-dire, si vous voyez que vous tombez dans des problèmes de surapprentissage, c'est quoi la solution? C'est d'aller dans votre neurone, vous allez insérer un layer de type drop-out. Alors, qu'est-ce qu'il fait de drop-out? Drop-out, si vous mettez par exemple 0,2, ça veut dire que c'est 2%. Ça veut dire que c'est comme si vous lui dites, à chaque passe, quand on va mettre à jour, les poids des neurones, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va ignorer quelques neurones. C'est-à-dire tous les neurones vont faire ce travail, sauf quelques neurones qui vont rien faire. C'est-à-dire, c'est comme si votre cerveau, tous les neurones fonctionnent, mais il y a des neurones qui ne vont pas fonctionner. Et avec cette technique-là, on va aider le modèle à mieux généraliser, à trouver une bonne généralisation. Et voilà, donc c'est l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine, celui qui a trouvé ce modèle qui marche très bien, c'est pour cela d'ailleurs que ça a été intégré dans les frameworks. Il y a un layer qui s'appelle Dropout. Alors si vous cherchez Dropout, vous allez trouver je vous laisserai le lien de l'article qui a été publié, donc vous regardez comment il a démontré que... Comment on doit spécifier des neurones Alors c'est pas de neurones, vous mettez un pourcentage. Si vous mettez 0,1, c'est-à-dire vous lui dites pour chaque époque, si tu as par exemple 100 neurones, il y a 10 neurones aléatoirement parmi les 10, il va choisir aléatoire. Au lieu de prendre en entrée la vraie entrée, il leur donne un 0. C'est-à-dire il force le calcul. C'est un peu bizarre. C'est forcer les calculs pour empêcher. Parce que je n'ai overfitting. Overfitting, rappelez-vous de l'exercice des exercices avec solution, n'est-ce pas? Supposons j'ai 15 exercices avec solution. Alors les données d'entraînement, j'ai montré à l'étudiant que 10. Donc je lui montrais le premier exercice, solution, que les 10. Et l'étudiant, tellement il a revu les 10 exercices avec solution plusieurs fois, et après son cerveau, il a beaucoup surappris. C'est du surapprentissage. Mais quand je lui donne un exercice qu'il n'a jamais vu, il n'arrive pas à le résoudre. Donc c'est-à-dire il a surapprenti. C'est ça l'idée principale. Bon voilà, alors s'il vous plaît. Alors ici, le dernier point, c'est justement ce que je disais là, alors maintenant, où est-ce que je vais le mettre? Ou le début, ou là après? Ça c'est toujours... Je le mets à la fin, avant d'un layer, et après je le mets après, et je teste jusqu'à ce que je trouve vraiment ce que je veux. Donc ça, c'est les techniques les plus courantes. Alors après ça... Alors ici, donc, vous avez remarqué, on n'a pas de surapprentissage, c'est pour cela que je l'ai laissé en commentaire. Donc je ne fais pas de drop-out. Bon, à la fin, une fois que j'ai entraîné, je vais tester avec un exemple. Et pour le tester avec un exemple, j'ai téléchargé une image, vous l'avez dans Sample. Oh, c'est pas celle-là, c'est 3. Allez. Alors j'ai pris une image téléchargée, c'est un 3. Et je voudrais voir, est-ce qu'il est capable de détecter c'est un 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord... Il y a une librairie qui est très importante qui s'appelle OpenCV. OpenCV, c'est très connu dans le domaine des traitements d'images. Donc, vous l'installez, OpenCV Python, ça vous permet de manipuler facilement les images. Vous importez CV2. Alors, donc, c'est déjà installé ici. Et je vais lire l'image, 3.png, il y a dit. Je vais la lire avec OpenCV Read Image Read. Je l'ai là. Je vais l'afficher, Image Show.
Bon, ça m'affiche juste ce que j'ai ici. OK? Après, je vais maintenant la redimensionner. Pourquoi? Parce que si je regarde l'image, je vais trouver cette image qui a beaucoup de pixels, c'est très grande. Mais moi, mon réseau, je dois lui donner l'image 28 fois 28. Donc, je dois faire un resize de l'image pour la ramener à la taille qui est acceptée par mon réseau. Parce que mon réseau, l'input, c'est 28 fois 28. Bah, c'est ce que je fais ici. TF, TensorFlow, Image, Resize. Vous voyez donc, dans TensorFlow, vous avez beaucoup de fonctions qui permettent de faire ce travail. Je lui donne l'image, et MG, c'est celle-là. Et je vais lui demander de faire un resize de combien? 28 fois 28. Et j'ai l'image resized, elle est là. Je vais la convertir au niveau de gris. Parce que quand j'ai lu cette image, même si vous voyez que c'est des blancs noirs, d'accord? Mais lui, il l'a lu comme étant une image couleur. C'est-à-dire chaque pixel, il a gardé la proportion en bleu, en rouge et en vert. Donc je vais lui demander de la convertir encore en niveau de gris. C'est ce que je fais ici. TF, Image, RGB. RGB, c'est Red, Green, Blue. To Grayscale, c'est au niveau de gris. Donc je lui donne l'image resize, ça me donne l'image au niveau de gris. Si j'affiche l'image, maintenant ça c'est le 3, mais cette fois c'est au niveau de gris. Et maintenant je vais, si vous faites shape, vous voyez donc je vois bien que mon image maintenant elle est 28 fois 28 fois 1 channel. Alors qu'avant c'était 3, d'ailleurs je ne l'ai pas affiché ici, mais vous pouvez montrer. Ici. Si vous faites mg.shape, alors, vous voyez donc au début, l'image, elle est 229 fois 220 fois combien de channels c'est? C'est 3. C'est pour cela que ici, donc, j'ai fait le resize et j'ai fait en même temps RGB to grayscale. Donc, j'ai maintenant l'image, elle est prête, donc je peux la donner au modèle. Pour cela, je fais tout simplement cnn.predict. Donc, je lui donne l'image. Maintenant, cette image-là, je vais la redimensionner avec NumPy, que ce soit un vecteur... c'est-à-dire un NumPy vector. Donc, je vais utiliser expand dim. Donc, ça, c'est-à-dire cette image-là que je vais diviser encore par 255 parce que je dois faire la normalisation. Eh bien, je lui donne tout simplement l'image. OK? Et qu'est-ce qu'il va me retourner? Predict. Alors, j'affiche maintenant, si j'affiche predict directement, ici, je mets ça en commentaire. Et comme ça, vous savez qu'est-ce que le réseau me donne à la fin. Si j'affiche que predict, print predicted, vous voyez donc ça me donne. Il y a combien de neurones à la sortie? Il y en a 10. Bon, chaque neurone, il me donne une valeur entre 0 et 1. Si vous faites la somme de ces valeurs-là, vous allez trouver 1, parce que nous avons utilisé softmax. Mais ici, donc, je vais afficher quoi? np.argmax, c'est-à-dire le maximum de ces valeurs. Quel est le numéro, l'indice de la valeur maximale? Alors, je mets ça en commentaire. Et vous voyez, donc, ça me donne c'est 3. Là, argmax, là, c'est différent. Softmax, c'est une fonction d'activation des neurones qui permet de... C'est pas le sigmoid, pas les autres. Mais argmax, vous lui donnez un vecteur de données. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir le vecteur, il va regarder la valeur maximale, ou qu'il chauffe l'indice d'il là. Son indice. Et vous voyez donc, il m'indique qu'il s'agit bien d'un 3. C'est-à-dire que cette valeur-là, il l'a prédit comme étant... C'est logique, on sait très bien qu'il doit être bon. Pourquoi? C'est pas cet exemple-là qui va nous dire qu'on est bon. Ce qui va nous dire qu'on est bon, c'est ça, c'est 0. Parce que je sais déjà que si je lui donne des images comme ça, il les connaît. Donc, si vous voulez, c'est des cas. Il reste quand même deux dernières étapes, parce que j'aurai pas le temps vraiment de revenir sur ça. Maintenant, on a entraîné le modèle. Et vous savez que pour entraîner un modèle, ça prend du temps. Alors là, c'est rien. Alors il y a des modèles, vous les lancez, vous allez attendre 2 jours.
Votre machine, il calcule pendant 2 jours pour qu'il apprenne. Une fois qu'il aura appris, ça veut dire qu'il a déterminé les paramètres. Supposons vous allez éteindre votre machine et quand vous allez revenir, vous allez refaire l'apprentissage. Donc maintenant, avec le modèle, il faut l'enregistrer dans un fichier. Une fois que votre modèle a appris, le cerveau, une fois qu'il a appris, il faut le garder. Il ne faut pas le perdre. Et bien, comment enregistrer un modèle? C'est très simple. Vous voyez ici, il suffit d'utiliser le modèle. Donc, nous avons 2 modèles ici, ANN et CNN. ANN save, je vais l'enregistrer dans un dossier. Alors ici, donc, je vais importer OS, donc ça fait partie de Python. Alors OS, qu'est-ce qu'il permet de faire? Je lui demande d'aller vers le path. Il va joindre le dossier modèle. Vous voyez donc ici dans mon projet, il y a un dossier qui s'appelle modèle. C'est comme si je vais lui demander, va vers un dossier qui s'appelle modèle. Il va m'enregistrer le modèle en utilisant le fichier. Donc le fichier, je vais l'appeler ANN Image Classifier V1 H5. Donc ça c'est l'extension H5, mais vous pouvez donner ce que vous voulez. C'est le format utilisé par TensorFlow. Et c'est ça le cerveau. Donc finalement, regardez, le fichier, il est là. Alors si vous regardez la taille du fichier, vous allez trouver quelques mégaoctets. Donc si finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans ce fichier-là? C'est les poids des neurones, les poids. Donc le nombre de paramètres, quand il a entraîné, ça veut dire qu'il a trouvé les paramètres. Maintenant, donc les paramètres, qui est le cerveau, bah, on va l'enregistrer. Donc notre modèle, si vous voulez le donner à quelqu'un, vous lui dites, j'ai un modèle, je l'ai entraîné, il sait faire beaucoup de choses, bah, vous lui donnez ce fichier. Donc c'est-à-dire finalement, votre output final en tant que data scientist, c'est quoi? C'est ça. C'est ce fichier-là. Donc c'est le modèle entraîné. Alors maintenant, supposons je l'ai donné à quelqu'un. Et moi, je voudrais utiliser ce modèle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le charger. Oui, si vous voulez charger un modèle, ben il suffit d'importer une méthode qui s'appelle load modèle. Vous utilisez load modèle, vous donnez le chemin où se trouve votre modèle, et vous avez le modèle qui est le cerveau qui a déjà appris des choses. Et si je le charge, eh ben, je vais faire la prédiction. Je fais la prédiction du même exemple de tout à l'heure. Je fais la prédiction, j'affiche et j'ai mon résultat. Donc ici, regardez, donc ici, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va exploiter ça? C'est le AI engineer, c'est-à-dire le data scientist, il passe beaucoup de temps à faire ses investigations jusqu'à ce qu'il entraîne un modèle. Et après, il va présenter les métriques qui prouvent qu'en quoi le modèle est bon. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui va le prendre, maintenant, il faut qu'on le mette dans une application avec une interface. On va essayer de créer des applications qui permettent de l'exploiter. Alors maintenant, celui qui va exploiter le modèle, c'est un fichier qu'il va lire, il le charge, il va saisir les données, le user interface, il va faire appel à la méthode predict, il lui donne les données, et le modèle, il va faire la prédiction. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que la prédiction, regardez, c'est instantané. Donc je vais charger le modèle, je fais ça. Alors je ne l'ai pas enregistré parce que c'est pas le... J'enregistre. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que je n'ai pas exécuté aussi ça. Il l'a enregistré, c'est rapide. Le chargement, c'est rapide. La prédiction, c'est rapide. C'est instantané. Mais ce qui coûte trop cher, c'est l'entraînement. L'entraînement, ça prend beaucoup de temps. Alors ChatGPT, il a été entraîné. Et on vous a dit pour combien de temps? Alors si vous cherchez, c'est 3 mois, 4 mois de calcul. Mais pas avec un seul GPU, c'est avec des milliers de GPU. DeepSeek, vous avez les chercher, si vous cherchez, vous allez trouver. Mais là, maintenant, notre prochaine étape, c'est l'IA générative. Alors dans l'IA générative, bah, vous n'aurez à entraîner rien parce que vous allez juste exploiter finalement les modèles LLM qui existent déjà. Donc, parce que vous ne pouvez pas faire mieux qu'un GPT-4o, la DeepSeek, etc. dans des domaines particuliers. Donc, on va essayer de voir ce qu'on appelle le prompt engineering. Comment maintenant créer des prompts, comment tirer profit des LLMs pour des applications vraiment pratiques. Donc, ça c'est jusque-là, ça c'est des choses qu'on savait faire. Même 2012,
tel 2020. Si vous cherchez les gens qui font de l'IA entre 2012 et 2020, 2021, mais même 2021, dès que les modèles, les LLM sortent, la majorité des entreprises maintenant, ils ne vont pas passer du temps à faire ça. Pourquoi? Ils vont d'abord commencer par les LLM qui font déjà beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Si ça donne des bons résultats, ça ne sert à rien de passer du temps. Donc après, vous allez vous focaliser sur, c'est-à-dire le prompt, comment évaluer le prompt, comment faire un certain nombre de choses. Mais ça, c'est l'objectif de la partie IA générative et prompt engineering. Donc ça, c'est pour le LLM. Alors, comme exercice, vous avez mais exercice, mais en fait, c'est un use case que vous avez. Je vous ai créé un autre notebook, Wada. Alors, ce notebook, par contre, il va faire la classification des sentiments sur des images. C'est des images couleurs. Alors, il y a une chose que vous allez faire au début. Vous allez créer un dataset. Regardez, vous allez vous posez la question. Vous posez la question à Google. Vous lui dites, par exemple, happy people images. Regardez. Je veux construire un dataset. Et après, il vous donne des images des personnes qui sont contentes. Vous voyez, des images. Maintenant, des images, je voudrais les télécharger. Chaque image, il a des tailles qui sont différentes. Vous savez, si vous voulez télécharger les images de toute une page, il y a une extension sur Google Chrome qui s'appelle ici Load All Images. Vous savez, juste les extensions. Vous avez les extensions ici. Afficher. Gérer les extensions, afficher, etc. Alors, si vous cherchez les extensions, vous allez trouver l'extension de le Load All Images. Il y a l'extension. Vous l'installez. Une fois que vous l'installez, vous avez ça. Et bien, il suffit de cliquer sur ça et vous dites télécharger. Ben, il va vous piquer. Alors, toutes les images, parce qu'il y a ici des centaines d'images, il va les télécharger dans un fichier. OK? Donc, ça va vous donner un fichier .zip qui contient déjà ces images. OK? C'est la première classe. OK? Après, vous faites, par exemple, sad people images. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas contentes. Affichez toutes les images encore. Regarde. Vous faites encore télécharger. Donc finalement, vous avez un dataset de combien de classes? Vous avez un dossier qui contient les images des gens qui sont contents et un dossier qui contient des images des gens qui ne sont pas contents. Après, vous allez donc les images, des images qu'il faut supprimer, etc. Ben, au final, vous allez trouver ce dataset que vous avez ici. Data. Vous allez trouver un dossier de Happy, les images. J'ai fait la même procédure. Hein. Et après, vous allez trouver un dossier SAID. Il y a des images. Et après, ce notebook, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait la même chose. Alors déjà, on a les mêmes librairies, c'est OpenCV, etc. Vous avez la liste des dépendances, ça, je ne vais pas montrer. Vous avez TensorFlow. Vous avez les GPU, ça, je l'ai déjà montré. Là, par contre, il y a un pré-traitement. Il se peut que dans vos images, dans le dossier, il se peut qu'il y ait des images de format SVG. Il y a d'autres formats d'images. Moi, je voudrais garder que les images de type JPEG, JPG, BMP et PNG. Vous avez un script Python ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir ces dossiers-là. Dès qu'il trouve des images dont l'extension est différente, il va les supprimer. Bon, ça permet d'éliminer les images SVG parce que ils vont vous bloquer par la suite. Une fois que vous faites ça, vous allez charger les images dans un dataset. Alors maintenant, il faut savoir une chose, parce que tout à l'heure, c'était simple. On a téléchargé un dataset qui est déjà prêt, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous avez un dossier qui contient des images et un autre dossier qui contient les images. Et si vous voulez charger un dataset, il suffit d'utiliser TensorFlow, Keras, Utils, Image, Dataset, From, regardez,
from directory. Là, c'est très utile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait de l'opération? Il va aller vers un dossier qui s'appelle data. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver des sous-dossiers. Pour lui, chaque sous-dossier, c'est une classe. Donc, automatiquement, il va créer un dataset qui contient deux classes. La première classe, c'est happy. La deuxième classe, c'est said. Alors, ici, donc, je fais hadi shuffle false, parce que shuffle, c'est-à-dire shuffle, il va mélanger de manière aléatoire. Je récupère les données. Une fois que vous chargez les données, alors maintenant, bon, ça c'est juste les points d'interrogation, si vous voulez voir les paramètres par défaut. Et après, si vous voulez afficher ici, donc je vais afficher les 5 premières images, vous voyez donc comme quoi c'est bon. Et après, vous allez normaliser les données, on a fait la même technique. Vous allez diviser par 255. On va diviser maintenant les datas. Je vais prendre 70% pour les données d'entraînement, 0,2 pour la validation et 1% pour les tests. Je crée le modèle. Alors le modèle, c'est le même que tout à l'heure. Vous voyez donc il y a input, convolution, max pool, convolution, max pool, convolution, max pool, flatten, tense. On est toujours dans la même logique. Je vais compiler avec Adam, accuracy. Voilà le modèle. Entraîner le modèle fit. Le nombre d'époques, c'est 20. Alors, vous allez remarquer que cette première passe, il va basculer. J'ai quand même des choses de 90%, mais j'ai un overfitting. Regardez, pour le cas de validation, j'ai 64%. Mais vous, quand vous allez exécuter, vous allez trouver des résultats. Et après, bon, vous ajoutez des couches, vous ajoutez les neurones. Bref, donc ça vous donne, voilà les performances. J'évalue le modèle avec Precision, Recall et Binary Accuracy. Je teste, je fais la prédiction. Comme tout à l'heure, je prends une image quelconque. Cette fois-ci, je prends cette personne-là et je voudrais savoir est-ce qu'il est content ou il n'est pas content. Ah, normalement, même si vous le montrez à un chat, il va vous dire il est content. Mais il y a des cas, c'est un peu difficile. Alors, je prends simple, je charge l'image. Et bien, je fais la même chose. Je fais resize parce que je dois lui donner la bonne dimension. Et ben, il me dit ici, à la fin, il me dit c'est happy. Voilà. Enregistrer le modèle dans un fichier, charger le modèle, faire la prédiction. J'ai refait le même travail, mais cette fois-ci avec un cas. Là, vous cherchez vous-même vos images. Alors maintenant, chacun un dataset, vous le prenez, vous l'appliquez, et ça va vous donner quelque chose. Peut-être, si vous êtes dans le domaine de la biologie, peut-être vous prenez un dataset là où il y a les virus, etc., etc. Les gens qui travaillent dans le domaine, je ne sais pas, chacun, vous cherchez des datasets dans votre domaine de recherche, dans lequel vous faites la thèse. Vous appliquez, copier-coller, vous avez ça, vous publiez des articles. Et vous les ajoutez comme des contributions à votre thèse. Et avoir, même si l'intelligence artificielle ne fait pas partie des objectifs de votre thèse, mais croyez-moi, le dernier chapitre de toutes les thèses du monde, l'intelligence artificielle. Et là, j'ai travaillé les techniques de 1980, 1990, etc. J'arrive à la fin, mais on va vous dire, est-ce que vous avez testé avec les algorithmes d'intelligence artificielle? Vous lui dites, ah, mais il faut arriver à votre dernier chapitre rien qu'à faire des investigations, c'est-à-dire de regarder les perspectives. Donc, vous donnez des pistes. Vous dites, je vais utiliser l'IA générative, un CNN, ou là, un ANN, ou là, des choses comme ça. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on vous fait ces formations. C'est pour que ça vous aide à apporter des contributions pour vos thèses. Alors après, bon, ça demande déjà de faire des activités là-dessus. Voilà, donc ça a été un peu plus dur aujourd'hui. On va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Bon courage. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. On est déjà 18h20, parce que là, il faut que je termine cette partie-là, donc on n'a pas le choix. Alors, s'il vous plaît, vous avez de la présence.
Vous signez votre présent. Si vous voyez que votre nom n'est pas là, vous l'ajoutez à la fin. Alors pour les autres, vous marquez votre présence si vous pouvez quitter. Et bonne journée.